Sophie avait exactement 3 minutes. 3 minutes, top chrono, à partir du moment où l'alarme de son téléphone vibrait, jusqu'à son retour impératif à la cuisine. 3 minutes pour traverser ce couloir, ouvrir la porte du débarras, vérifier que Léa allait bien, lui déposer un baiser léger sur le front, et revenir comme si de rien n'était. Si M. Dubois la surprenait, elle perdrait le seul travail qui lui permettait de s'occuper de sa nièce, et sans ce travail, Léa finirait dans un foyer d'accueil, un lieu froid et impersonnel, où personne ne saurait quoi faire quand ces crises surviendraient, toutes les 3 heures, sans faute, depuis 2 ans. C'était la routine secrète de Sophie. Une routine qui pourrait lui coûter tout, mais une routine qu'elle ne pouvait absolument pas abandonner. Parce que Léa, c'était la seule chose qui lui restait de sa sœur Chloé. Et Sophie avait juré de la protéger de tout, de tous, au prix de sa vie. Mais pour comprendre pourquoi Sophie risquait tout, chaque jour, il fallait d'abord connaître l'histoire en entier. Et je vous préviens, cette histoire va vous indigner. Elle va vous amener à vous remettre en question. Et à la fin, elle vous montrera quelque chose d'inattendu. Il y a 14 ans, Sophie a reçu l'appel qui a bouleversé sa vie à jamais. Sa sœur cadette, Chloé, était décédée lors de l'accouchement. Elle avait 22 ans, jeune, en pleine santé, pleine de vie. Sa grossesse s'était déroulée normalement. Personne ne s'attendait à des complications. Mais parfois, la vie ne prévient pas. Parfois, elle vous arrache simplement ce que vous aimez le plus, sans aucune explication. Chloé est morte, mais sa fille a survécu. Un petit bébé fragile, avec les yeux sombres de sa mère et des pleurs qui semblaient l'appeler. Ils l'ont appelée Léa. Et dès le premier instant, Sophie a su que cet enfant était sa responsabilité. Il n'y avait pas de père. L'homme qui avait mis Chloé enceinte avait disparu dès qu'il avait appris la nouvelle. On ne l'a jamais retrouvé. On ne l'a jamais cherché. Il n'y avait pas de grands-parents. Les parents de Sophie et Chloé étaient morts des années auparavant dans un accident de voiture, une tragédie qui les avait marqués à jamais. Il n'y avait que Sophie, une femme célibataire de 30 ans, qui travaillait comme femme de ménage, sans diplôme universitaire, sans économie, sans mari, sans filet de sécurité, mais avec un amour infini pour cette petite fille, qui était tout ce qui lui restait de sa sœur. Et c'est ainsi qu'a commencé sa vie de mère. Pas une mère biologique, mais une mère dans tout ce qui compte vraiment. Elle a changé des couches, s'est réveillée au milieu de la nuit, a pleuré de frustration et d'amour, a appris à faire l'impossible avec le peu qu'elle avait, et pendant 3 ans, tout s'est bien passé. Léa était une enfant normale, des rires, des premiers pas, des premiers mots, la magie classique de voir grandir un être humain. Mais quand Léa a eu 3 ans, quelque chose a changé. C'était un dimanche matin. Sophie préparait le petit déjeuner quand elle a entendu un bruit étrange dans le salon. Elle a couru voir, et elle a trouvé Léa par terre. Son petit corps tremblait violentement. Ses yeux étaient révulsés. De la mousse sortait de sa bouche. Sophie ne savait pas quoi faire. Elle a crié, a pleuré, a appelé les urgences avec les mains tremblantes. L'ambulance a mis 15 minutes, qui ont paru durer 15 ANS, et quand ils sont finalement arrivés à l'hôpital, les médecins lui ont donné le diagnostic qui allait tout changer. Épilepsie, un mot que Sophie avait entendu, mais qu'elle n'avait jamais compris, jusqu'à ce jour. Les médecins ont expliqué avec patience ce que cela signifiait. Le cerveau de Léa avait une activité électrique anormale. Parfois, cette activité s'emballait, sans contrôle, provoquant des crises. Elle pouvait être petite, presque imperceptible, ou elle pouvait être violente, durant plusieurs minutes. Elle pouvait se produire une fois par mois, ou plusieurs fois par jour, et dans le cas de Léa, elles étaient fréquentes et imprévisibles. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas au sujet de l'épilepsie. Ce n'est pas seulement une maladie, c'est un mode de vie. C'est se réveiller chaque jour, sans savoir si aujourd'hui sera un bon jour ou un mauvais jour. C'est tout planifier en fonction de la possibilité d'une crise. C'est toujours avoir des médicaments dans son sac. C'est éviter les lumières vives et les écrans trop longtemps.
c'est dormir suffisamment, car la fatigue peut provoquer des crises. C'est vivre avec une peur constante. Et ce n'est pas seulement la personne atteinte d'épilepsie qui vit avec cette peur, sa famille aussi. Sophie a appris tout cela au cours des premiers mois après le diagnostic. Elle a appris qu'il existe différents types de crises. Certaines sont à peine perceptibles, comme si la personne fixait le vide pendant quelques secondes. D'autres sont violentes, avec le corps entier qui se secoue. Elle a appris que les médicaments peuvent contrôler les crises dans de nombreux cas, mais pas dans tous. Elle a appris qu'il y a des choses qui peuvent déclencher une crise. Le stress, le manque de sommeil, les lumières clignotantes, certains aliments, même les changements hormonaux. Et elle a appris que, malgré tous les progrès de la médecine, l'épilepsie reste une maladie mystérieuse à bien des égards. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est venu après, lorsque les traitements ont commencé à échouer. D'abord, c'était un médicament. Il a fonctionné pendant quelques mois. Puis, il a cessé de faire effet. Ensuite, un autre. Le même résultat. Et un autre. Et un autre. Et un autre. 6 médicaments différents en 5 ans. Aucun n'a réussi à contrôler les crises. Épilepsie réfractaire. C'était le terme médical utilisé lorsque les médicaments ne fonctionnent pas. Cela signifiait que Léa aurait des crises pour le reste de sa vie. Cela signifiait qu'elle ne pourrait jamais rester seule. Cela signifiait que chaque jour était une roulette russe, sans savoir quand la prochaine crise surviendrait. Et cela signifiait que Sophie devrait trouver le moyen de s'occuper d'elle, quoi qu'il en coûte. Mais il y avait autre chose que Sophie devait affronter. Quelque chose dont personne ne parle. La stigmatisation. L'épilepsie est l'une des maladies les plus incomprises au monde, tout au long de l'histoire. Les personnes atteintes d'épilepsie ont été considérées comme possédées par des démons, punies par des dieux, maudites. Même aujourd'hui, en plein 21e siècle, il y a des gens qui croient que l'épilepsie est contagieuse, qu'ils peuvent être contaminés s'ils touchent quelqu'un pendant une crise. Sophie l'avait constaté de ses propres yeux. Quand Léa avait 6 ans, elle l'a emmenée dans un parc près de chez elle. Elle jouait tranquillement quand une crise a commencé. Sophie a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle s'est agenouillée à côté de Léa, l'a mise sur le côté, a protégé sa tête. Et elle a attendu. Mais pendant qu'elle attendait, elle a entendu les chuchotements. Les mères des autres enfants regardaient avec horreur. Elles éloignaient leurs enfants de l'endroit où Léa était en train de convulser, comme si elle avait une maladie contagieuse, comme si elle était dangereuse. Quand la crise s'est terminée, Sophie a levé les yeux et elle a vu que le parc était vide. Tout le monde était parti. Personne ne s'était approché pour demander si elle avait besoin d'aide. Personne n'avait proposé d'appeler les urgences. Seulement des regards de peur, de dégoût, de rejet, ce jour-là. Sophie pleura dans le bus en rentrant chez elle. Pas à cause de la crise. Elle y était déjà habituée. Elle pleurait pour le monde. Pour un monde qui ne comprenait toujours pas que l'épilepsie n'est pas un choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévenir. Ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. C'est simplement une condition neurologique. Rien de plus, rien de moins. Mais la société ne le voyait pas comme ça. Et Sophie a dû apprendre à protéger Léa non seulement des crises, mais aussi de l'ignorance des autres. C'est pourquoi, lorsqu'elle a commencé à travailler pour les Dubois, elle n'a parlé de Léa à personne. Pas parce qu'elle avait honte de sa nièce, mais parce qu'elle avait déjà vu trop de fois comment les gens réagissaient. Et elle ne voulait pas voir cette peur dans les yeux de ses patrons. Elle ne voulait pas qu'on la traite différemment. Elle ne voulait pas qu'on la considère comme un fardeau. Alors elle a caché la vérité et elle a porté ce secret seule, pendant 5 ans. Si cette vidéo vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui se bat chaque jour sans que personne ne le sache, restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre façon de voir les choses. Sophie avait besoin d'un travail, pas n'importe quel travail, un travail qui lui permettrait de s'occuper de Léa en même temps. Mais quel travail permet cela? Les usines? Non. Les magasins? Non. Les bureaux? Non. Sophie a cherché pendant des mois. Et finalement, elle a trouvé quelque chose qui pouvait fonctionner.
le travail domestique, nettoyer les maisons de familles aisées. L'horaire était flexible, les tâches étaient connues, et le plus important, certaines familles lui permettaient d'amener Léa pendant qu'elle travaillait. Mais trouver ces familles n'a pas été facile. Sophie se souvient de chaque refus, de chaque porte qui s'est fermée devant elle, de chaque fois qu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas accepter une employée avec une enfant malade. La première maison où elle a travaillé après le diagnostic de Léa était chez une famille de classe moyenne. Ils étaient aimables au début. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'elle amène la fillette. Mais la première fois que Léa a eu une crise chez eux, tout a changé. La dame de la maison est sortie en courant de la pièce en criant « Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Est-elle possédée ?» Sophie a dû expliquer que c'était de l'épilepsie, que ce n'était pas dangereux, que ce n'était pas contagieux. Mais la dame ne l'a pas laissé finir. « Écoutez, je comprends que vous ayez une situation difficile, mais je ne peux pas avoir ça dans ma maison. J'ai des enfants. Je ne veux pas qu'ils voient ça. » Sophie a été renvoyée le jour même, sans salaire, sans préavis, sans compassion. La deuxième maison était pire. La famille l'avait embauchée en sachant pour Léa. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais quand la mère de la maison a découvert que Léa avait des crises, elle a convoqué Sophie dans son bureau. « Vous ne m'avez pas dit que l'enfant avait des crises. » Sophie a expliqué qu'elle avait mentionné que Léa était épileptique lors de l'entretien. « Oui, mais vous n'avez pas dit qu'elle avait des crises, c'est différent. Je ne peux pas avoir cette responsabilité chez moi. Que se passe-t-il si elle se blesse? On pourrait me poursuivre. » Encore une fois, renvoyée. La troisième maison était différente. C'était une famille âgée, un couple de personnes âgées qui vivaient seules. Et quand ils ont vu Léa, au lieu de la peur, ils ont montré de la compassion. La grand-mère avait eu un frère épileptique. Elle savait ce que c'était. Et pendant 3 ans, Sophie a travaillé dans cette maison sans problème. Léa avait un coin spécial où elle jouait. La grand-mère lui donnait des biscuits. Le grand-père lui racontait des histoires. C'était presque comme avoir une famille. Mais ensuite, les personnes âgées sont décédées. L'un d'abord, l'autre 3 mois plus tard. Et Sophie a dû chercher du travail à nouveau. Ce furent des mois difficiles. Rejet, discrimination, peur, jusqu'à ce qu'elle trouve finalement l'annonce des Dubois. Ils cherchaient une employée de maison. Temps plein, bon salaire. Et quand Sophie est allée à l'entretien, elle n'a pas mentionné Léa. Pas parce qu'elle voulait mentir, mais parce qu'elle ne pouvait plus supporter un autre refus. Sophie a travaillé dans plusieurs maisons pendant des années. Certaines familles étaient aimables, d'autres étaient indifférentes. Mais toutes toléraient que Léa soit là, jouant dans un coin pendant que sa tante nettoyait, jusqu'à ce qu'elle arrive chez les Dubois. Monsieur Dubois était le propriétaire d'une chaîne de restaurants. Un homme d'affaires prospère, milliardaire, connu pour son sérieux et son obsession de l'efficacité. Sa femme, Claudia, était ce que les gens appellent une mondaine. Elle organisait des événements caritatifs, apparaissait dans des magazines. Elle avait un dressing plus grand que l'appartement de Sophie. Quand Sophie a été embauchée il y a 5 ans, on lui a dit les règles. Ponctualité absolue, discrétion totale. Et la règle la plus importante de toutes, interdiction d'amener des membres de sa famille au travail. Sophie a demandé pourquoi. La réponse était vague. Quelque chose à propos d'un incident avec un autre employé. Quelque chose à propos de maintenir la maison professionnelle. Sophie n'a pas insisté. À ce moment-là, Léa avait 9 ans et pouvait rester chez une voisine pendant les heures de travail. C'était compliqué, mais ça fonctionnait. Mais il y a 2 ans, tout a changé. La voisine qui s'occupait de Léa a déménagé dans une autre ville et il n'y avait personne d'autre. Sophie a cherché des options désespérément. Elle a appelé toutes les personnes qu'elle connaissait. Elle a demandé à l'église. Elle a cherché sur Internet. Elle a visité des centres de soins de jour. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Une babysitter professionnelle coûtait plus qu'elle ne gagnait en 1 mois. Une école spéciale pour enfants épileptiques coûtait le double. Un centre de soins de jour n'acceptait pas les enfants ayant des crises fréquentes. Le risque était trop élevé, disait-il. Il n'avait pas de personnel formé. Sophie était piégée si elle quittait son travail.
Elle n'aurait pas d'argent pour vivre. Si elle amenait Léa au travail, elle serait renvoyée. Si elle laissait Léa seule, quelque chose de terrible pouvait arriver. 3 options impossibles. Et elle a dû choisir la moins mauvaise. Le premier jour a été le plus terrifiant de sa vie. Sophie est arrivée tôt, très tôt, avant que personne d'autre n'arrive. Elle portait Léa endormie dans ses bras. Elle l'a emmenée dans le petit débarras à l'arrière de la maison. C'était un petit espace, juste assez grand pour ranger les balais, les serpillières et les produits de nettoyage. Mais il y avait une porte qui pouvait se fermer à clé, et il y avait une prise pour charger le téléphone, et il y avait le silence. Sophie a installé Léa dans un coin. Elle lui a mis un oreiller, une couverture, sa poupée préférée. Elle lui a donné un baiser sur le front, et elle a fermé la porte avec le cœur serré. Pendant les 8 heures suivantes, Sophie a travaillé comme si de rien n'était. Elle a nettoyé les sols, elle a lavé la vaisselle, elle a dépoussiéré les meubles, elle a repassé les vêtements. Et toutes les 3 heures, quand personne ne la voyait, elle courait au débarras pour vérifier que Léa allait bien. La première fois, Léa dormait profondément. La deuxième fois, elle était éveillée, mais calme, absorbée dans un livre que Sophie lui avait laissé. La troisième fois, elle était en train de dessiner des fleurs sauvages dans un cahier. À la fin de la journée, Sophie faisait sortir Léa par la porte de derrière. Elle marchait discrètement jusqu'à l'arrêt de bus et rentrait à la maison. Personne ne s'était aperçu de rien. Et ainsi commença une routine secrète qui allait durer 2 longues années. Chaque jour, Sophie arrivait au foyer d'accueil avant tout le monde. Chaque jour, elle cachait Léa dans le petit débarras. Chaque jour, elle lui laissait de la nourriture, de l'eau, des livres, des cahiers et un téléphone portable chargé, au cas où. Et toutes les 3 heures, sans faute, elle courait vérifier si Léa allait bien. Parfois, Léa avait des crises, et quand cela arrivait, Sophie laissait tout ce qu'elle était en train de faire et courait. Peu importait si elle était en train de nettoyer les toilettes de Monsieur Dubois, peu importait si Madame Chloé lui avait demandé quelque chose d'urgent. Rien n'importait plus que d'arriver au débarras avant que quelqu'un n'entende les bruits. Sophie avait appris à gérer les crises de Léa. Après 11 ans de pratique, elle savait exactement quoi faire. La mettre sur le côté pour qu'elle ne s'étouffe pas, protéger sa tête des chocs, ne rien lui mettre dans la bouche, malgré ce que les gens disent, lui parler calmement, même si elle ne pouvait pas entendre, et attendre. Attendre que ça passe, parce que les crises finissent toujours par passer. Parfois, elles durent 30 secondes, parfois 2 minutes, parfois 5. Si elle dépassait 5 minutes, Sophie savait que c'était une urgence et qu'elle devait appeler une ambulance. Mais en 2 ans, cela n'était arrivé qu'une seule fois. Et ce jour-là, Sophie a failli tout perdre. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Maintenant, laissez-moi vous parler des objets que Sophie utilisait pour maintenir Léa en sécurité. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'occuper d'une personne atteinte d'épilepsie. Et Sophie avait appris des choses qu'aucun livre n'enseigne. Le premier objet était un bracelet médical. Ce n'était pas un bracelet acheté en pharmacie. C'était un bracelet fait à la main par Sophie. Un cordon de cuir tressé avec une plaque de métal, où elle avait gravé les informations les plus importantes. Nom, Léa Rojas. État, épilepsie réfractaire. Contact d'urgence, Sophie Rojas. Allergie, aucune. Médicament, lévétiracétam 500 mg. Si quelque chose arrivait et que Sophie n'était pas là, ce bracelet pouvait sauver la vie de Léa. Le deuxième objet était un matelas spécial. Sophie l'avait cousu elle-même. C'était un matelas mince, mais avec plusieurs couches de mousse, suffisant pour amortir l'impact si Léa tombait pendant une crise, parce que les crises ne préviennent pas. Elles peuvent survenir pendant que tu es debout, pendant que tu marches, pendant que tu manges. Et si tu tombes au sol sans protection, tu peux te faire très mal. Léa avait des cicatrices sur le front, de chutes antérieures. Sophie ne voulait pas que cela se reproduise. C'est pourquoi, chaque jour, la première chose qu'elle faisait était de déplier ce matelas dans le débarras, pour que si une crise arrivait, Léa est tout tombée. Chaque fois que l'alarme de 3 heures sonnait,
Sophie laissait ce qu'elle était en train de faire. Parfois, elle était en train de repasser. Parfois de nettoyer les toilettes des visiteurs. Parfois dans la cuisine. Peu importait. Elle laissait tout. Et marchait calmement, en feignant la tranquillité, vers le débarras. Elle ouvrait la porte, vérifiait que Léa allait bien. Et en moins de 3 minutes, elle était de retour à son poste, comme si de rien n'était. Personne ne se doutait de rien. Du moins, c'est ce que croyait Sophie. Un jour, il y a 1 an et demi, Sophie a failli être découverte. C'était un mardi après-midi. Monsieur Dubois était rentré plus tôt du travail, ce qui n'arrivait quasiment jamais. Normalement, Monsieur Dubois arrivait après 19 h. Mais ce jour-là, il est arrivé à 16 h. Sophie était dans la cuisine quand elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Son cœur s'est accéléré. Parce que juste à ce moment-là, son alarme de 3 heures allait sonner et elle ne pouvait pas sauter la vérification. Léa était seule depuis plus de 2 heures. Sophie a entendu les pas de Monsieur Dubois se rapprocher. D'abord, il est allé au salon, ensuite au bureau, ensuite dans le couloir. Le couloir qui menait au débarras. Sophie a laissé ce qu'elle était en train de faire et est sortie de la cuisine. Elle avait besoin de le distraire. « Monsieur Dubois, quel plaisir de vous voir. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose à manger ?» Monsieur Dubois la regarda avec ses yeux froids qu'il avait toujours. « Non, merci. Je vais vérifier quelques affaires dans la cave. » La cave était juste à côté du débarras. Sophie sentit le monde s'arrêter. À ce moment-là, elle entendit quelque chose. Un petit bruit, presque imperceptible. Cela venait du débarras. C'était Léa qui toussait. Sophie parla plus fort que d'habitude, essayant de couvrir le bruit. « Monsieur, je crois qu'il y a un problème avec le robinet des toilettes des invités. Je l'ai nettoyé, mais il continue de goutter. » Monsieur Dubois fronça les sourcils. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé le plombier ?» Sophie improvisa. « C'est que je pensais que ce n'était peut-être pas si grave, mais si vous voulez, je peux vous montrer. » Monsieur Dubois la regarda pendant quelques secondes, des secondes qui parurent des heures. Et finalement, il dit « Bien, montrez-moi. » Sophie se dirigea vers les toilettes des invités, éloignant Monsieur Dubois du couloir. Pendant qu'il marchait, elle entendit un autre bruit provenant du débarras, cette fois plus fort. Mais Monsieur Dubois ne semblait pas l'avoir remarqué, ou s'il l'avait remarqué, il n'a rien dit. Sophie lui montra le robinet des toilettes, inventa un problème qui n'existait pas, et réussit à le maintenir occupé assez longtemps pour que Léa se calme. Ce soir-là, quand elle est rentrée chez elle, Sophie a pleuré pendant 1 heure. Elle a pleuré de peur, de soulagement, d'épuisement, et elle s'est demandé combien de temps elle pourrait continuer ainsi. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait continuer. Pour Léa, maintenant. Laissez-moi vous parler du 3e objet que Sophie utilisait pour prendre soin de sa nièce. C'était un chronomètre rose, un chronomètre de cuisine, de ceux qu'on utilise pour la pâtisserie. Mais Sophie ne l'utilisait pas pour cuisiner. Elle l'utilisait pour mesurer les crises de Léa. Parce qu'il y a une règle que tous les aidants de personnes atteintes d'épilepsie connaissent. Si une crise dure plus de 5 minutes, c'est une urgence médicale. On appelle ça un état de mal épileptique, et cela peut causer des lésions cérébrales, ou même la mort. Sophie le savait. Et chaque fois que Léa avait une crise, la première chose qu'elle faisait était de démarrer le chronomètre. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Sophie comptait, tout en maintenant Léa sur le côté, protégeant sa tête et en parlant calmement. « Ça va passer, mon amour, ça va bientôt être fini. Tati est là avec toi. » 3 minutes, 4 minutes. Si elle atteignait 4 minutes et demie, Sophie commençait à se préparer mentalement à appeler les urgences, mais presque toujours. Les crises se terminaient avant. 3 minutes, c'était la moyenne. Et quand ça se terminait, venait la partie la plus difficile. La confusion post-critique. Après une convulsion, le cerveau est épuisé. La personne ne sait plus où elle est, ne reconnaît personne. Parfois, elle ne peut même plus parler. Léa, parfois, pleurait pendant cette phase. Parfois, elle fixait le vide. Parfois, elle demandait après sa maman.
après Chloé. Et chaque fois que ça arrivait, le cœur de Sophie se brisait un peu plus, parce qu'elle ne pouvait pas ramener Chloé. Elle pouvait juste être là, retenir Léa contre elle, attendre que la confusion passe. C'étaient les heures les plus longues, les heures où Sophie se demandait si elle faisait ce qu'il fallait, si cacher sa nièce dans un débarras était la bonne solution, s'il y avait une autre solution. Mais elle ne trouvait jamais de réponse, seulement plus de questions. Si vous voulez en savoir plus sur l'épilepsie et comment elle affecte les familles, laissez-moi un commentaire. Parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent avec cette maladie et trop peu en parlent. Maintenant, le 4e objet, le plus important de tous, car c'était un journal, un cahier à spirale avec une couverture en plastique rose. Léa l'avait choisi elle-même quand Sophie lui avait dit qu'elle devait enregistrer les crises. « J'ai 14 ans, Tata. Je ne vais pas utiliser un cahier nul. » Alors, elle en a choisi un rose avec des autocollants de licorne. Et chaque fois que Léa avait une crise, Sophie notait tout, la date, l'heure, la durée, le type de mouvement, comment elle se sentait avant, comment elle se sentait après. C'était un registre médical fait à la main, sans la froideur des hôpitaux, sans le langage technique des médecins. Seulement les observations d'une femme qui connaissait sa nièce mieux que personne. Ce journal contenait plus de 200 entrées, 200 crises en 2 ans, certaines brèves, certaines longues, certaines violentes, certaines douces, mais toutes documentées. Parce que Sophie savait que les médecins avaient besoin de ces informations, et parce que l'écrire l'aidait à encaisser. C'était sa façon de garder le contrôle, dans une situation où elle n'avait le contrôle de rien. Un jour, Léa lui a demandé quelque chose qui l'a fait pleurer. « Tata, pourquoi on doit se cacher? C'est parce que je suis malade ?» Sophie la regarda. Léa avait 14 ans, mais parfois elle paraissait beaucoup plus âgée. La maladie l'avait fait mûrir avant l'heure. « Non, mon cœur, ce n'est pas parce que tu es malade. » Alors pourquoi? Sophie prit une inspiration. Parce que le monsieur de la maison a des règles. Et une de ces règles, c'est que les employés ne peuvent pas faire venir leur famille. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mon cœur. Certaines personnes ont des règles qui n'ont aucun sens. Et si on me découvre, Sophie la serra dans ses bras. Si on te découvre, on cherchera un autre travail. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe de toi. Je m'occuperai toujours de toi. Léa acquiesça. Mais Sophie pouvait voir dans ses yeux qu'elle n'était pas tranquille, qu'elle savait qu'elle faisait quelque chose qu'elle ne devrait pas, et que, malgré ses 14 ans seulement, elle portait une culpabilité qui ne lui correspondait pas. Cette nuit-là, Sophie se promit quelque chose. Si un jour elles étaient découvertes, elle ne laisserait pas Léa porter la culpabilité. Tout était sa décision. Tout était sa responsabilité. Léa était juste une enfant qui avait besoin d'être soignée. Et Sophie était l'adulte qui avait choisi de tout risquer pour le lui donner. Maintenant, laissez-moi vous raconter pourquoi M. Dubois avait interdit aux employés de faire venir leur famille. Parce que cette règle n'avait pas toujours existé. Elle avait commencé il y a 8 ans, après un incident. Sophie ne connaissait pas tous les détails, seulement des rumeurs qu'elle avait entendues d'autres employés. Mais voici ce qu'elle savait. Il y a 8 ans, un chauffeur qui travaillait pour les Dubois avait fait venir son fils au travail. Le garçon avait environ 10 ans. Et pendant que le chauffeur faisait son travail, le garçon était resté seul dans le garage. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Mais le garçon a trouvé les clés d'une des voitures, une Ferrari, de celles qui coûtent cher, et il a décidé que ce serait une bonne idée de s'asseoir sur le siège du conducteur. D'une manière ou d'une autre, le garçon a réussi à démarrer la voiture et l'a emboutie contre le mur du garage. Le garçon s'en est sorti indemne, miraculeusement. Mais la Ferrari a été détruite. Et M. Dubois a perdu plus qu'une voiture ce jour-là. Il a perdu la confiance. Il a renvoyé le chauffeur immédiatement. Et le lendemain, il a envoyé une note à tous les employés. Interdiction de faire venir sa famille au travail, sans exception. C'était la règle que Sophie enfreignait depuis 2 ans. Pas par caprice, pas par irresponsabilité, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais les règles sont les règles. Et M. Dubois n'était pas connu pour sa flexibilité. Sophie le savait, et chaque jour, elle vivait avec la peur d'être découverte. Il y avait d'autres employés dans la maison. Un jardinier, une cuisinière,
un majordome. Aucun ne connaissait le secret de Sophie, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais il y avait quelqu'un qui avait commencé à remarquer des choses étranges. Madame Dubois, l'épouse de Monsieur Dubois. Claudia n'était pas comme son mari. Là où Monsieur Dubois était froid, elle était chaleureuse. Là où Monsieur Dubois était strict, elle était flexible. Là où Monsieur Dubois voyait des employés, elle voyait des personnes. Et Claudia avait remarqué quelque chose chez Sophie. Elle avait remarqué comment elle disparaissait toutes les 3 heures pendant quelques minutes. Elle avait remarqué comment parfois elle paraissait nerveuse sans raison apparente. Elle avait remarqué comment elle arrivait toujours très tôt et partait toujours très tard. Au début, Claudia pensait que peut-être Sophie volait quelque chose. C'était l'explication la plus logique pour son comportement étrange. Mais après l'avoir observée pendant des semaines, Claudia a écarté cette théorie. Sophie était honnête. Elle en était sûre. Alors, que cachait-elle? Claudia décida de le découvrir. Et ce qu'elle découvrit allait tout changer. C'était un jeudi matin. Claudia était revenue tôt d'une réunion caritative. Normalement, elle arrivait après 14 heures. Mais ce jour-là, la réunion avait été annulée à la dernière minute. Claudia entra dans la maison en silence. Pas parce qu'elle voulait espionner qui que ce soit, simplement parce que c'était ainsi qu'elle était, silencieuse, observatrice. Elle se dirigea vers sa chambre. Mais en chemin, elle entendit quelque chose. Un bruit étrange venant du couloir arrière, où se trouvait le débarras. Claudia s'arrêta. Le bruit ressemblait à un gémissement, bas, répétitif. Elle pensa que peut-être un animal s'était introduit dans la maison, ou qu'il y avait un problème avec les canalisations. Elle se dirigea vers le débarras et ouvrit la porte. Ce qu'elle vit la laissa paralysée. Sur le sol du petit débarras, une adolescente était en train de faire une crise. Son corps se secouait violemment. Ses yeux étaient révulsés. De la mousse sortait de sa bouche, et à genoux près d'elle, la retenant avec précaution, il y avait Sophie, la femme de ménage qui travaillait dans sa maison depuis 5 ans. Sophie aperçut Chloé sur le seuil de la porte, et tout son monde s'écroula. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Léa était en pleine crise. Et les crises, elles, n'attendent pas. Sophie continua de faire ce qu'elle savait faire. Elle maintint Léa sur le côté, protégea sa tête d'une main, regarda le chronomètre rose posé à côté d'elle. 2 minutes 30 secondes. Ça va bientôt passer, mon amour. Ça va bientôt finir. Chloé resta sur le seuil, ne sachant que faire. Elle n'avait jamais vu une crise d'épilepsie de près. C'était terrifiant. Le corps de cet enfant se mouvait d'une façon qui ne semblait pas humaine. Les sons qui sortirent de sa gorge étaient gutturaux, primitifs. Et l'expression de Sophie était d'un calme qui semblait impossible dans cette situation. 3 minutes 15 secondes. La crise commença à diminuer. Les mouvements devinrent moins violents. La respiration se normalisa. Et finalement, Léa resta immobile, épuisée, confuse, mais vivante. Sophie la serra dans ses bras. « C'est fini, ma chérie. C'est fini. Tata est là. » Et alors, elle regarda Chloé. Il y avait des larmes dans ses yeux. « Madame Chloé, je peux vous expliquer. » Mais Chloé fit non de la tête. Elle s'agenouilla près de Sophie et d'une voix douce qui surprit même elle-même dit « D'abord, occupez-vous de l'enfant. Après, on parlera. » Et elle attendit. Elle attendit pendant que Sophie donnait de l'eau à Léa. Elle attendit que la confusion post-critique passe. Elle attendit que Léa reconnaisse enfin sa tante et demande ce qui s'était passé. Et quand tout se calma, Chloé fit quelque chose que Sophie n'attendait pas. Elle lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Viens, allons parler dans la cuisine. » Sophie suivit Chloé, les jambes tremblantes. Elle était sûre qu'elle allait être renvoyée. 2 ans de secret, 2 ans de transgression des règles, 2 ans de mensonges. Tout était fini. Dans la cuisine, Chloé lui servit un verre d'eau. Sophie ne pouvait pas le boire. Ses mains tremblaient trop. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Léa. C'est ma nièce. Et elle est épileptique. »« Oui, madame. Depuis l'âge de 3 ans. » Chloé acquiesça lentement. «
Depuis combien de temps l'amenez-vous ici? Sophie baissa le regard. 2 ans. 2 ans. Chloé répéta les mots. Pas avec colère, avec quelque chose de plus proche de la stupéfaction. Vous vous occupez d'une enfant atteinte d'épilepsie sévère dans un débarras depuis 2 ans, et personne ne s'en est rendu compte. Sophie ne dit rien. Que pouvait-elle dire d'autre? Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide? Les larmes commencèrent à couler. Parce que M. Dubois a interdit d'amener des membres de la famille, et je n'ai personne d'autre qui puisse s'occuper d'elle. Si je la laisse seule, elle peut mourir. Les crises sont imprévisibles. Et si je perds ce travail, je ne pourrai pas payer ses médicaments. Sophie pleurait ouvertement maintenant. Toute la peur, la tension, l'épuisement de 2 ans sortait enfin. Je sais que j'ai enfreint les règles. Je sais que je mérite d'être renvoyé. Mais s'il vous plaît, madame, laissez-moi finir la semaine. J'ai besoin de trouver un autre travail avant de partir. Pour Léab, s'il vous plaît. Chloé la regardait en silence. Et Sophie put voir quelque chose dans ses yeux qu'elle n'attendait pas. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du jugement. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Sophie, je vais vous poser une question, et je veux que vous me répondiez honnêtement. Sophie acquiesça. Faites-vous ça parce que vous aimez cet enfant? Sophie la regarda dans les yeux. C'est tout ce que j'ai au monde. C'est la fille que je n'ai jamais eue. C'est tout ce qu'il me reste de ma sœur. Je l'aime plus que ma propre vie. Chloé acquiesça. Et puis elle dit quelque chose que Sophie retiendrait pour le reste de sa vie. Je ne vais rien dire à Dubois. Sophie n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Quoi? Je ne vais rien lui dire. Du moins, pas encore. Mais nous devons trouver une meilleure solution qu'un débarras. Sophie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous? Chloé soupira. Parce que je sais ce que c'est d'aimer quelqu'un qui est malade. Je sais ce que c'est de sentir qu'on ne peut rien faire. Et je sais ce que c'est de se cacher par peur. Sophie la regarda, confuse. Chloé n'avait jamais parlé de rien de personnel avec elle. Mais avant qu'elle ne puisse demander, Chloé se leva. Amenez Léa dans la chambre d'amis du 2e étage. Elle a sa propre salle de bain et un lit confortable. Elle sera mieux là que dans ce débarras. Sophie ne pouvait pas bouger. Elle était en état de choc. Madame, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Occupez-vous juste de votre nièce. Je m'occupe de Dubois. Et elle s'en alla, laissant Sophie dans la cuisine, en pleurs. Mais cette fois, elle pleurait de soulagement. Pendant les semaines suivantes, Léa cessa de se cacher dans le débarras. Maintenant, elle avait une vraie chambre, un lit confortable, une salle de bain privée, une fenêtre donnant sur le jardin. Et Chloé s'assurait que personne n'entrait dans cette chambre quand Dubois était à la maison. C'était un secret partagé. Sophie et Chloé. 2 femmes qui n'avaient rien en commun. Une femme de ménage et une mondaine millionnaire, mais unies par quelque chose de plus puissant que l'argent ou la classe sociale. Unies par l'amour envers quelqu'un de vulnérable. Chloé rendait visite à Léa presque tous les jours. Elle lui apportait des livres. Elle lui prêtait sa tablette pour regarder des films. Elle lui tenait compagnie quand Sophie était occupée. Et Léa, qui avait vécu si isolée, avait enfin quelqu'un d'autre que sa tante. Quelqu'un qui la traitait comme une personne normale. Pas comme une malade, pas comme un problème. Juste comme une fillette de 14 ans qui méritait de l'attention et de l'affection. Mais toute bonne chose a une fin. Et le secret de Sophie était sur le point d'être révélé, de la pire des manières. Maintenant, je vais vous raconter ce que vous allez vouloir partager avec quelqu'un. C'était un samedi matin. Dubois avait décidé de rester à la maison ce jour-là, quelque chose de rare. Normalement, le samedi, il allait au club de golf ou à des réunions d'affaires. Mais ce jour-là, il resta. Et il décida de faire quelque chose qu'il ne faisait presque jamais. Se promener dans sa propre maison. Chloé était à une réunion de charité. Les employés étaient à leurs tâches habituelles. Et Dubois, ennuyé, décida d'explorer les chambres du 2e étage. Il ne cherchait rien en particulier. Il se promenait juste, jusqu'à ce qu'il arrive à la porte de la chambre d'amis. Et il entendit quelque chose. Une voix.
une voix jeune. Quelqu'un parlait à l'intérieur de cette chambre. Dubois fronça les sourcils. Qui pouvait bien être là? Il ouvrit la porte, et ce qu'il vit le laissa complètement muet. Il y avait une adolescente assise sur le lit, une adolescente qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Et à ce moment précis, juste à ce moment-là, la fillette commença à trembler. Ses yeux se révulsèrent, son corps se contracta, et elle commença à tomber. Dubois resta paralysé. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et à ce moment précis, Sophie entra en courant. Elle dépassa Monsieur Dubois sans même un regard, se jeta vers le lit et attrapa Léa avant qu'elle ne tombe par terre. « Tranquille, mon amour, c'est fini. Tata est là. » Monsieur Dubois regardait la scène sans pouvoir bouger. La femme de ménage était à genoux sur le lit, tenant une enfant qui était prise de convulsions, et elle le faisait avec un calme, une expérience, qui ne pouvait venir que d'années de pratique. Le chronomètre rose apparut de nulle part. Sophie le lança tout en maintenant Léa sur le côté. 1 minute, 2 minutes. Ça va bientôt être fini, ma puce. Bientôt. Monsieur Dubois était toujours paralysé dans l'encadrement de la porte. Il finit par retrouver sa voix. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Sophie ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Léa était sa priorité. 3 minutes. La convulsion commença à diminuer. Et quand elle se termina enfin, Sophie leva les yeux vers Monsieur Dubois. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi de quelque chose d'autre, du défi. Si vous voulez me renvoyer, faites-le. Mais laissez-moi d'abord m'assurer que ma nièce va bien. Monsieur Dubois ne dit rien. Il se contenta de regarder. Regarder la petite épuisée sur le lit. Regarder l'employé qui avait brisé toutes ses règles. Regarder quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qui semblait tellement familier. Monsieur Dubois fit un pas en arrière, puis un autre, et ensuite, il partit, sans dire un mot. Mais ce que Sophie ne vit pas, c'est ce qui se passa après. Monsieur Dubois se dirigea vers son bureau, fermant la porte derrière lui. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, seul, en silence, fixant le vide, parce que ce qu'il avait vu dans cette chambre, ce n'était pas seulement une enfant prise de convulsions, c'était son frère, Antoine. C'était la cour de leur maison, il y a 45 ans. C'était le moment qu'il avait passé toute sa vie à essayer d'oublier. Monsieur Dubois ferma les yeux et les souvenirs déferlèrent comme une avalanche. Antoine avait 8 ans, il en avait 10. C'était un samedi après-midi. Leurs parents étaient à l'intérieur, en train de préparer le dîner. Ils jouaient au ballon dans le jardin. Tout était normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Antoine arrêta de bouger. Ses yeux devinrent blancs, et il commença à trembler. Monsieur Dubois, du haut de ses 10 ans, ne savait pas quoi faire. Il avait déjà vu les convulsions de son frère. Mais il y avait toujours un adulte près. Il y avait toujours quelqu'un qui savait quoi faire. Mais ce jour-là, il était seul, et il paniqua. Au lieu de rester avec Antoine, il courut chercher ses parents. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, criant, pleurant, terrorisé. Ses parents sortirent en courant derrière lui. Mais quand ils arrivèrent dans le jardin, Antoine était déjà tombé. Il s'était cogné la tête contre une pierre du bord du jardin. Il y avait du sang, beaucoup de sang. Ils l'emmenèrent à l'hôpital en urgence. Les médecins firent tout leur possible. Mais 2 jours plus tard, Antoine mourut, traumatisme crânien. C'est ce que diraient les médecins, un coup à la tête, pendant une convulsion, parce que personne n'était là pour le protéger, parce que Monsieur Dubois, son grand frère, n'était pas resté. Monsieur Dubois ouvrit les yeux. Les larmes coulaient sur son visage. 45 ans plus tard, la douleur était toujours aussi vive, la culpabilité toujours aussi lourde. Et aujourd'hui, il avait vu une femme de ménage faire ce qu'il n'avait pas pu faire. Il avait vu Sophie rester. Il avait vu Sophie protéger la tête de sa nièce. Il avait vu Sophie être tout ce qu'il n'avait pas été. Et quelque chose en lui se brisa, pas d'une mauvaise manière, de la manière dont les choses doivent se briser pour pouvoir se reconstruire. Monsieur Dubois passa toute la nuit dans son bureau, à penser,
à se souvenir et finalement à comprendre quelque chose qu'il avait évité toute sa vie. La règle de ne pas faire venir de famille n'était pas pour protéger sa maison, c'était pour se protéger lui-même. Des souvenirs, de la douleur, de la culpabilité. Mais cette nuit-là, en voyant Sophie prendre soin de Léa, Monsieur Dubois comprit autre chose. Se cacher de la douleur ne la faisait pas disparaître. Cela ne faisait que la rendre plus forte. Et peut-être, juste peut-être, il était temps de l'affronter. Quand le soleil se leva le lendemain matin, Monsieur Dubois avait déjà pris une décision. Sophie le vit s'éloigner dans le couloir, et elle sut que c'était la fin. Elle allait être renvoyée, après 5 ans de travail impeccable, après 2 ans de secret. Après tout, Sophie serra Léa dans ses bras. Les larmes coulaient sur ses joues. « Pardonne-moi, ma puce, j'ai essayé, vraiment. » Léa, encore confuse par la convulsion, ne comprenait pas ce qui se passait. Mais elle sentait la tristesse de sa tante et la serra plus fort. Cette nuit-là, Sophie ne put pas dormir. Elle attendait un appel de Monsieur Dubois lui disant de ne pas revenir, ou un message de Chloé s'excusant de ne pas pouvoir l'aider davantage. Mais rien ne vint, seulement le silence. Un silence qui était pire que n'importe quelle condamnation. Le lendemain matin, Sophie alla travailler comme d'habitude. Si elle devait être renvoyée, elle préférait que ce soit en personne. Elle voulait regarder Monsieur Dubois dans les yeux et lui dire tout ce qu'elle avait sacrifié, tout ce qu'elle avait risqué, tout ce qu'elle avait fait par amour. Mais quand elle arriva au manoir, quelque chose d'étrange se produisit. Chloé l'attendait à la porte, et à ses côtés, il y avait Monsieur Dubois. Sophie se prépara au pire, mais Monsieur Dubois ne semblait pas en colère. Il semblait différent. Il semblait plus vieux qu'il n'y paraissait hier. Il semblait porter quelque chose de lourd. « Sophie, » dit Monsieur Dubois. Sa voix était différente, plus douce. « Nous devons parler. » Sophie acquiesça. Elle s'assit dans le salon, face à Monsieur Dubois et Chloé, et attendit. Monsieur Dubois prit une inspiration. « Ce que je vais vous raconter, presque personne ne le sait, pas même la plupart de mes employés. » Sophie ne dit rien. Quand j'avais 10 ans, j'avais un petit frère. Il s'appelait Antoine. Il avait 8 ans. Sophie le regarda, confuse. Qu'est-ce que cela avait à voir avec elle? Antoine était épileptique. Le cœur de Sophie s'arrêta. Ce n'était pas aussi grave que chez votre nièce, mais il avait des convulsions régulièrement. Monsieur Dubois fit une pause. Ses yeux étaient humides. Un jour, nous jouions dans le jardin de notre maison. Mes parents étaient à l'intérieur. Il n'y avait que lui et moi. Monsieur Dubois ferma les yeux. Il a commencé à avoir une convulsion. J'avais 10 ans. Je ne savais pas quoi faire. J'ai paniqué. Au lieu de rester avec lui, j'ai couru chercher mes parents. Une larme coula sur la joue de Monsieur Dubois. Quand nous sommes revenus, Antoine était tombé et s'était cogné la tête contre une pierre. Sophie se couvrit la bouche de sa main. Il est mort 2 jours plus tard à l'hôpital. Le silence dans la pièce était absolu. Monsieur Dubois ouvrit les yeux. J'avais 10 ans. J'étais un enfant. Ce n'était pas de ma faute. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais je connaissais la vérité. Si je l'avais gardé avec moi, si j'avais protégé sa tête comme vous l'avez fait hier avec votre nièce, peut-être qu'il serait encore en vie. Sophie ne savait pas quoi répondre. L'homme froid et strict qu'elle connaissait depuis 5 ans était en train de pleurer devant elle. Quand j'ai vu cette petite fille avoir cette crise hier, c'était comme le revoir. Et quand je vous ai vu, si calme, si capable, faisant tout ce que je n'ai pas pu faire, Monsieur Dubois n'a pas pu terminer sa phrase. Chloé lui a pris la main. Ce que Monsieur Dubois essaie de dire, c'est qu'il comprend pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Monsieur Dubois a acquiescé. La règle de ne pas amener de membres de sa famille. Je l'ai faite parce que j'avais peur. Peur qu'il arrive quelque chose ici et que je ne puisse pas le gérer. Peur de revivre ce qui est arrivé à Miguel. Il regarda Sophie directement. Ce n'était pas pour punir qui que ce soit. C'était pour me protéger moi-même. Sophie retrouva finalement sa voix. « Monsieur Dubois, je ne savais pas. Je suis tellement désolé pour votre frère. » Monsieur Dubois secoua la tête. « Vous n'avez pas à vous excuser. C'est moi qui devrais m'excuser. » Il s'approcha d'elle. «
Pendant 2 ans, vous avez caché votre nièce dans un petit débarras. 2 ans à prendre soin d'elle en secret, de peur qu'on ne vous découvre. Tout ça parce que j'ai fait une règle stupide basée sur mon propre traumatisme. Sophie, je vous demande pardon. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. Le millionnaire froid et strict était en train de lui demander pardon à la femme de ménage. Mais Monsieur Dubois n'avait pas fini. Et je veux faire quelque chose de plus. Il sortit des documents d'une enveloppe. Ce sont les papiers pour inscrire Léa dans la meilleure clinique d'épilepsie du pays. Ils ont un programme pour enfants atteints d'épilepsie réfractaire, des essais de nouveaux médicaments, des options chirurgicales. Tout est payé. Sophie le regarda sans comprendre. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je veux aider. Pas par obligation. Pas par charité. Parce que cette petite fille mérite une chance. Et parce que vous méritez que quelqu'un vous aide après tout ce que vous avez fait seul. Les larmes coulaient sur le visage de Sophie. Elle ne pouvait pas parler. Chloé s'approcha et la serra dans ses bras. De plus, dit Chloé, nous avons déjà parlé avec le majordome. Léa a sa propre chambre maintenant, officiellement. Elle peut rester ici pendant que vous travaillez, sans secret, sans peur. Sophie sanglota sur l'épaule de Chloé. 20 ans à tout porter seule, 14 ans à élever Léa sans aide, 2 ans à cacher sa nièce dans un petit débarras. Et finalement, quelqu'un lui tendait la main. Maintenant, laissez-moi vous raconter où ils en sont aujourd'hui. 6 mois se sont écoulés depuis cette conversation. Léa souffre toujours d'épilepsie. La maladie n'a pas disparu. Les crises surviennent toujours, mais elles sont moins fréquentes. La clinique spécialisée a trouvé un nouveau médicament qui semble fonctionner. Les crises sont passées de 5 par semaine à 2 par semaine. Et les médecins pensent donc qu'avec plus de temps, elles peuvent être réduites encore davantage. Léa ne se cache plus. Elle a une chambre magnifique dans la demeure des Dubois, avec un lit confortable, des livres, une tablette et une fenêtre avec vue sur le jardin. Et elle a quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Des amis. Chloé l'a emmenée rencontrer d'autres familles avec des enfants atteints d'épilepsie. Et pour la première fois de sa vie, Léa a rencontré d'autres adolescents qui comprenaient ce que c'était de vivre avec des crises, qui comprenaient la peur, la honte, l'isolement, et qui la faisaient se sentir moins seule. Sophie travaille toujours dans la demeure, mais plus comme femme de ménage. Monsieur Dubois l'a promue responsable de la maison. Elle a un meilleur salaire, de meilleurs avantages, et la liberté d'organiser son emploi du temps pour s'occuper de Léa quand elle en a besoin. Ce n'est pas de la charité, lui a dit Monsieur Dubois. C'est de la justice. Vous faisiez le travail de 3 personnes depuis 5 ans et vous ne vous êtes jamais plainte. Il est temps que quelqu'un vous reconnaisse. Et Monsieur Dubois, l'homme froid et strict a changé. Pas complètement. Il est toujours sérieux. Il est toujours exigeant. Il est toujours un homme d'affaires. Mais quelque chose en lui s'est adouci. Maintenant, il passe du temps avec Léa. Il lui apprend à jouer aux échecs. Il lui raconte des histoires de son frère Miguel. Il lui montre des photos de quand ils étaient enfants. C'est sa façon de guérir, sa façon de faire la paix avec le passé, sa façon de transformer la culpabilité en quelque chose d'utile. Et Chloé est devenue quelque chose que Sophie n'avait jamais espéré avoir. Une amie. Les 2 femmes, si différentes en tout, ont trouvé quelque chose en commun. L'amour pour les personnes vulnérables et la volonté de faire l'impossible pour les protéger. Il y a 1 semaine, Léa a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle était dans le salon de la demeure, en train de faire ses devoirs. Monsieur Dubois et Chloé lisaient sur le canapé. Sophie était dans la cuisine. Tout était calme. Et puis Léa leva les yeux de ses livres et dit quelque chose. Monsieur Dubois. Merci. Monsieur Dubois la regarda, surpris. Pourquoi me remerciez-vous? Pour avoir aidé ma tante et pour m'avoir aidé. Je sais que vous n'étiez pas obligé de le faire, mais vous l'avez fait, et ça signifie beaucoup. Monsieur Dubois ne sut quoi répondre. Il avait passé 45 ans à porter la culpabilité de ne pas avoir sauvé son frère. Et maintenant, une jeune fille de 14 ans le remerciait pour quelque chose.
pour avoir fait ce qu'il n'avait pas pu faire il y a tant d'années. Monsieur Dubois s'approcha de Léa et lui fit un câlin. Ce n'était pas un câlin de millionnaire, ce n'était pas un câlin formel. C'était le câlin d'un homme qui était finalement en train de guérir. Sophie, regardant depuis la porte de la cuisine, sourit. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Parce qu'après 20 ans à se battre seule, elle avait enfin une famille. Pas une famille de sang, mais une famille de cœur. Et c'est ça, au final, tout ce qui compte. Il y a autre chose que je veux vous raconter. Quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. Sophie a reçu une lettre. Une lettre d'une organisation de soutien aux familles atteintes d'épilepsie. Il s'avère que l'histoire de Sophie et Léa s'était fait connaître dans la communauté. Pas parce qu'elle l'avait racontée, mais parce que Chloé, sans rien lui dire, avait écrit un article sur elle pour le magazine de la Fondation. La lettre était une invitation. Il voulait que Sophie prenne la parole lors de leur prochaine conférence. Il voulait qu'elle partage son histoire avec d'autres familles qui traversaient la même chose. Sophie lut la lettre 3 fois. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un veuille écouter son histoire, que quelqu'un pense que ces années de lutte pouvaient aider les autres, au début. Elle voulut dire non. « Je ne suis personne d'important », dit-elle à Chloé. « Je ne suis qu'une femme de ménage. » Chloé la regarda avec ses yeux que Sophie connaissait maintenant bien. « Vous êtes une femme qui a pris soin de sa nièce en secret pendant 2 ans sans que personne ne le sache. Vous êtes une femme qui a appris à gérer les crises d'épilepsie mieux que beaucoup de médecins. Vous êtes une femme qui a tellement aimé quelqu'un qu'elle a tout risqué pour elle. » Il fit une pause. Ce n'est pas être n'importe qui, c'est être une héroïne. Sophie pleura en entendant ces mots. Personne ne l'avait jamais appelée héroïne. Jamais. Pas même elle ne se voyait ainsi. Mais peut-être, juste peut-être, était-il temps de commencer. Laissez-moi terminer avec quelque chose que Sophie m'a dit la dernière fois que nous avons parlé. Je lui ai demandé comment elle se sentait après tout ce qui s'était passé. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, pendant des années. J'ai pensé que cacher Léa était la pire chose que je pouvais faire. J'ai pensé que j'étais une menteuse, une mauvaise personne, quelqu'un qui ne méritait pas d'aide. Elle fit une pause. Mais maintenant, je comprends que ce que je faisais n'était pas mentir. C'était survivre. C'était prendre soin. C'était aimer de la seule façon que je savais. Et puis elle ajouta, « Parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui portent des fardeaux que personne ne voit. Et parfois, la seule chose dont elles ont besoin, c'est que quelqu'un leur dise qu'elles n'ont pas à les porter seules. Si vous connaissez quelqu'un qui s'occupe d'un membre de sa famille malade en secret, si vous connaissez quelqu'un qui a peur de demander de l'aide, si vous connaissez quelqu'un qui se bat seul, partagez cette vidéo, non pas parce qu'elle va résoudre tous leurs problèmes, mais parce que peut-être, elle leur rappellera qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens dans le monde qui comprennent, et que parfois, l'aide vient d'où on l'attend le moins. Dans le commentaire épinglé, je vous laisse une question. Connaissez-vous quelqu'un qui a dû cacher quelque chose par peur de perdre son travail? Quelqu'un qui s'occupe en secret? Racontez-nous son histoire. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée, et chaque aidant mérite d'être vu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a touché le cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à raconter des histoires de personnes extraordinaires, des personnes qui aiment sans condition, des personnes qui prennent soin sans attendre rien en retour, des personnes comme Sophie, et peut-être des personnes comme vous.